Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Eastham et cette semaine, on se retrouve pour parler de l'industrie mondiale et de la production locale. On évoquera le rôle de l'industrie et les objectifs de l'ONU en matière de développement durable et on assistera à la conférence de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à Abu Dhabi. Juste après, on s'intéressera au secteur de la céramique et on se rendra dans une entreprise à Ras Al Khaimah, aux Émirats, lancée il y a une trentaine d'années et qui est devenue un acteur international. Tous les 2 ans, le comité directeur de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel réunit sa conférence générale. Et pour la toute première fois, elle se tient ici, au Moyen-Orient. La 18e édition de la conférence a réuni des experts sur le thème « L'industrie en 2030 », innover, relier, transformer votre avenir. L'accent a été mis sur l'optimisation des nouvelles technologies et la 4e révolution industrielle pour faire avancer l'industrie mondiale. Les États membres ont signé un accord, la déclaration d'Abu Dhabi, pour appeler le secteur privé à promouvoir un développement industriel durable et inclusif dans le monde entier. Le développement de l'industrie et de la production aux Émirats, de la pétrochimie et du plastique jusqu'aux minerais, en passant par l'agroalimentaire, sont les piliers de la croissance d'Abu Dhabi. Dans la capitale émirati, les activités du secteur manufacturier se sont développées ces dernières années et ont augmenté de 6% en 2018. Elles représentent 12% du PIB d'Abu Dhabi, hors pétrole. À l'ONUDI, nous avons pu avoir un point de vue local et mondial sur le commerce grâce à l'Union arabe des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Dr Khaled, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci. C'est la première fois que la conférence générale de l'ONUDI se tient ici, dans le monde arabe et au Moyen-Orient. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi est-ce si important ? Les Émirats font partie des pays qui affichent un développement fort dans de nombreux secteurs de l'économie. Mais l'idée est aussi que lorsqu'on parle d'entrepreneurs, d'innovation, la jeunesse arabe est prête pour cela. Et tous leurs projets sont liés à la 4e révolution industrielle, l'innovation et l'intelligence artificielle. Vous parlez de la 4e révolution industrielle qui est un point central de notre discussion. Ces 5 dernières années ont été étonnantes si l'on voit ce qui s'est passé sur le plan technologique. Mais comment voyez-vous les choses à l'horizon 2030, l'échéance fixée pour la stratégie de l'ONUDI? Ce que je pense, c'est que nous devons nous tenir prêts pour la 5e révolution industrielle, le 5.0, car la 4e est maintenant derrière nous. La nouveauté, c'est l'engagement de l'humain et la touche humaine dans les technologies d'avenir. Plus globalement, parlons des tensions et de la guerre commerciale qui sévit actuellement entre la Chine et les États-Unis. Pour les pays arabes, cela représente une menace ou plutôt une opportunité? Cette guerre donne des opportunités aux pays arabes. Pour les pays importateurs du monde arabe, ils peuvent profiter de produits importés un peu moins chers. Et ces pays vont chercher des partenaires stratégiques, pas seulement pour réaliser les échanges commerciaux, des exportations ou des importations. L'idée, c'est de nouer des alliances stratégiques. La plupart des pays arabes peuvent apporter leur pierre au projet chinois de ceinture et des nouvelles routes de la soie, en jouant le rôle de porte d'entrée vers d'autres pays d'Afrique. La conférence a souligné l'importance de la jeunesse et d'une main-d'œuvre paritaire dans le milieu des technologies de pointe de demain. Elle a aussi relevé l'avancée des Émirats dans la construction de zones industrielles et économiques, mais aussi de villes vertes et durables, comme l'explique Stefan Sickars de l'ONUDI. Parlons maintenant de la façon dont nous vivons aujourd'hui et de celle dont nous serons amenés à vivre, à savoir dans des villes durables. Nous avons un exemple ici aux Émirats. Cela peut-il servir de modèle pour l'ensemble de la région ou devons-nous simplement transformer l'existant? Quel est le plus économique? C'est pour nous un exemple et un terrain d'apprentissage extraordinaire pour travailler sur la façon d'aller de l'avant. Mais bien sûr, la population se concentre dans les villes en l'état actuel des choses. Elle représente toutes les couches de la société et tous les niveaux de revenus.
Et on doit trouver un moyen de transformer ces villes en un lieu de vie plus durable. Cette transformation sera largement influencée par ce qu'on va apprendre de ce qui se fait ici. Mais ce ne sera pas un modèle pour tout, parce que les villes existent avec une population présente. Les problèmes liés à la durabilité et la prise en compte de l'environnement doivent être résolus dans les villes d'aujourd'hui, qui seront informées des résultats obtenus ici. L'ONU défend ardemment la décarbonisation de l'industrie, de la société et de l'économie. Mais dans quelle mesure les gouvernements sont-ils prêts à s'engager dans cette voie et quelles sont les prochaines étapes à franchir pour que cela se fasse rapidement ? Forcément, on se demande toujours si cela sert les intérêts économiques du pays, si c'est la meilleure manière d'avancer. Si vous creusez, vous vous rendez compte que la décarbonisation se fonde surtout sur des mesures d'efficacité qui ne visent pas que les entreprises, mais toute la société. Et si on met en place ces mesures d'efficacité, on économise essentiellement de la valeur, une valeur qui crée ailleurs des emplois. Et notre rôle à l'ONU est de faire surgir cette croissance parallèle d'une plus grande durabilité environnementale et d'une plus grande compétitivité économique. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir pour moi. Merci de m'avoir reçu. Après cette conférence, les experts vont maintenant suivre avec attention la manière dont les Émirats réalisent non seulement leurs projets pour une vie durable, mais aussi leurs objectifs industriels et dans le secteur manufacturier. Quand on parle de céramique, on pense à la porcelaine ou aux tours de potier, mais c'est bien plus que cela, comme notre reporter Salim Essaïd a pu le voir lorsqu'il a pris la route des sommets d'Al-Hadjar à Ras Al Khaimah. L'art de la céramique, c'est d'exploiter la richesse des matières premières pour créer quelque chose de meilleur. Le travail de minerais naturels comme l'argile, le feldspath ou la silice permet de fabriquer des revêtements durables qui représentent plus de la moitié de cette industrie mondiale, pesant près de 230 milliards de dollars selon l'Institut Grandview Research. Le bâtiment est l'un des catalyseurs du marché qui nécessite à chaque étape des revêtements de sol ou de mur, mais aussi des équipements en céramique comme des éviers ou des baignoires. Et ce, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde, qui représentent à eux seuls plus de la moitié de la production mondiale des carrelages de céramique. L'Iran, la Turquie et l'Égypte figurent aussi parmi les 10 premiers producteurs. Les États-Unis sont les premiers importateurs au monde, suivis de l'Irak et de l'Arabie Saoudite. Et c'est ici, dans l'émirat de Ras Al Khaimah, que se trouve l'une des 5 premières entreprises de production de carrelage de la planète, au milieu de montagnes d'argile rouge. RAK Ceramics existe depuis 1989. Elle produit aujourd'hui plus de 100 millions de mètres carrés de carrelage et des millions d'articles sanitaires et de vaisselle, exportés vers plus de 150 pays depuis ses 21 usines situées aux Émirats, en Inde et au Bangladesh. On peut voir leur carrelage dans des bâtiments emblématiques comme la Burj Khalifa à Dubaï ou le stade de Wembley au Royaume-Uni. Et direction le showroom où sont exposés les carrelages. Selon le PDG, les consommateurs veulent aujourd'hui des produits personnalisés. J'ai commencé à travailler dans ce secteur en 1991. Et à l'époque, on s'estimait heureux de vendre tout un pan de cuisine ou de salle de bain. Grâce aux avancées des technologies, on est aujourd'hui capable d'imprimer sur n'importe quelle surface. L'entreprise peut produire des dalles de 135 cm de côté, imprimables comme du papier, pour ressembler à du marbre, du métal ou du bois, mais elles sont plus durables que leurs équivalents naturels. Les techniques d'aujourd'hui ont permis aussi à la société de réduire ses coûts. Nous avons investi dans la production combinée pour produire notre électricité et réduire le coût de l'énergie. Et nous utilisons un four écologique qui offre une consommation de gaz plus basse et permet de recycler plus de 40% de l'eau. Ces méthodes ont eu un impact positif sur le chiffre d'affaires qui a augmenté depuis l'année passée et qui s'élevait à près de 350 millions de dollars au mois de juin. Un résultat dû essentiellement à la demande émiratie, mais aussi de l'Europe, en particulier pour la porcelaine et la vaisselle. Nous écoulons près de 50% de notre production en Europe. D'après Abdullah, la tendance est aux couleurs chatoyantes. Quand on parle du marché de la céramique, il n'y a pas que le carrelage ou la vaisselle. Il y a aussi la céramique haute performance, qui résiste mieux à la chaleur et à la force. On l'utilise pour les équipements militaires, les smartphones et même dans notre corps.
En médecine, l'alumine de haute densité sert à reconstruire les articulations abîmées par une fracture ou par l'arthrose. Dans les téléphones portables, la céramique est utilisée pour construire des condensateurs qui limitent la libération d'électricité. La céramique sert aussi à fabriquer des dents en porcelaine, des implants et des couronnes qui offrent aux patients une sensation et une apparence proche du naturel, d'après le co-directeur du Elite Class Dental Lab à Abu Dhabi. Avec toutes les nuances que l'on peut utiliser, les reflets de la lumière, l'aspect naturel, cela ressemble à de vraies dents. Le processus consiste à utiliser les empreintes dentaires du patient pour créer un moule cuit à 1500 degrés pour le durcir et à superposer ensuite soigneusement différents types de céramique. Au gré des avancées de la recherche, le marché des céramiques haute performance devrait supplanter l'industrie de la céramique traditionnelle dans le monde, grâce à une croissance prévisionnelle de 9% entre 2019 et 2025, selon l'Institut Grandview Research. Le prochain virage technologique de demain pourrait donc être lié aux éléments de base de la céramique classique. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site euronews.com. Avant de se quitter, on jette un œil à ces Instagrammeurs. L'ambassadrice de bonne volonté de l'ONUDI, Véronica, a partagé sa joie d'avoir assisté à la conférence d'Abu Dhabi. Toujours lors de cet événement, une société des Émirats a exposé un robot qui répond aux gestes humains. Et une touche de glamour avec Elena du Royaume-Uni et sa salle de bain où l'on voit ce carrelage venu de Ras Al Khaimah.